Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de questions et réponses. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un auditeur ayant attrait à la créativité en corrélation avec les psychédéliques. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et merci d'être à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la question qui m'a été récemment posée. Bonjour, je suis Maître Toniton. Je suis poète et musicien à mes heures perdues et j'aimerais connaître votre avis sur la prise de psychédéliques afin de stimuler sa créativité dans ces deux domaines. Est-ce utile? Quel type de créativité sera alors stimulé? Quel dosage? Forte dose pour stimuler un maximum ou petite dose pour garder un côté conscient? Merci de m'avoir posé cette question, Maître Toniton. J'apprécie beaucoup ce type de questions intelligentes parce que ce sont des questions que je me suis déjà posées et que j'ai bien souvent étudiées en profondeur. Dans le cas présent, puisque je suis artiste et que je gagne ma vie en tant que créateur, c'est évident que la créativité est quelque chose de très important pour moi. Donc, à la première partie de ta question, qui est « Est-ce utile ?» C'est évident que moi, personnellement, je vais répondre oui parce que au cours de ma vie, j'ai toujours utilisé les psychédéliques ou même les psychoactifs pour stimuler ma créativité, pour aller plus loin, pour me remettre en question et bien plus. La poésie n'est pas nécessairement un domaine dans lequel j'ai beaucoup exploré parce que je ne me définis pas comme un poète, bien que j'en ai fait dans ma vie à quelques reprises. Il y a deux moments particuliers où j'ai fait beaucoup de poésie. C'est quand je suis arrivé à Montréal, quand je suis parti de chez mes parents et j'ai déménagé dans une ville qui est à 3 heures de chez mes parents. Et là, j'ai commencé ma vie adulte et là, j'étais submergé par la poésie. Parce que la poésie, c'est quelque chose de très sauvage, de très primordial. Mais à cette époque-là, je ne prenais pas vraiment de psychédéliques. Je prenais quand même de la marijuana parce que ça m'aidait vraiment au niveau de la créativité. Et le deuxième moment où j'ai été vraiment dans la poésie, et ça c'était pas nécessairement de manière volontaire, c'est à ma période psychédélique. Si ça t'intéresse de voir l'effet des psychédéliques sur ma poésie, ben, tu pourrais te procurer ce livre, ce petit livre que j'ai publié il y a quelques années, qui s'appelle Journal 2005. C'est exactement à la période où j'ai fait beaucoup de psychédéliques. J'avais 30 ans à cette époque et j'écrivais mon journal, bien sûr. Et quand est venu le temps de publier une partie de mon journal, c'est celui-ci qui m'est venu tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de la poésie dans ça, incroyable, une poésie inspirée. D'ailleurs, voici, je vais t'en lire un petit bout. Je suis l'ange artiste qui communique la beauté, qui manifeste l'amour, la simple clarté d'une couleur sublime, d'une nature voilée. J'ai compris que je dois dépasser l'art, mon art est un processus, l'artefact est l'œuvre, l'art est le processus. Ange de beauté, âme sublime, charnel mais si impossible, le puits, la passerelle, l'humanité humide, telle une pyramide, l'octuple conscience constellée, la joie sereine d'une image si belle. Il y a des mots corrompus qui traînent dans l'escalier, menaçant n'importe qui d'une bousculade musclée. Moment indicible, magnifique temporalité, dualité du sentiment, parfaite volupté. Cela définit très bien l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque et ma créativité était hyper stimulée due aux expériences complètement incroyables que je vivais à cette époque. Donc dans mon cas, ça a été très utile au niveau de la poésie, mais ce n'est pas une pratique que j'ai suivie par la suite parce que mon plaisir est beaucoup plus dans l'art visuel et la musique. À cette époque, je faisais vraiment beaucoup de musique. Si tu regardes l'histoire de l'art, tu vas te rendre compte que beaucoup d'artistes
et non pas tous, mais beaucoup d'artistes ont utilisé les psychédéliques. D'ailleurs, dans les années 60, c'est extrêmement évident. Hein? Si on pense à des groupes comme Pink Floyd, les Beatles et beaucoup plus. J'ai d'ailleurs fait un chapitre sur ce sujet dans Le Maître psychédélique parce que c'est incroyable ce qui s'est passé dans les années 60. Jamais les êtres humains avaient pris des fortes doses comme ça. Ben, en tout cas, pas en Amérique du Nord. Et c'est incroyable parce que ça leur a remis en question l'art. Ça nous a vraiment fait avancer d'un grand pas. Donc, c'est indéniable que les psychédéliques peuvent vraiment être utiles à la créativité. Mais tout de même, c'est un peu comme un outil. C'est un peu comme un outil à double tranchant. Ça peut aussi miner ta créativité. Et ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Ça peut être un ou l'autre. Les psychédéliques peuvent être très bénéfiques, mais en même temps, ils peuvent aussi être très, très non bénéfiques. Ça dépend beaucoup de comment tu les utilises, du contexte, etc. Et même dans les faits, tous les types de drogues ont été utilisés pour la créativité. Pas simplement les psychédéliques. Les trois plus grands musiciens de jazz du 20e siècle étaient des héroïnomanes, des gens qui prenaient aussi des médicaments. Tout est possible pour repousser la limite. Et c'est souvent ce qui arrive. N'importe quelle substance qui nous permet de changer notre perspective, de voir le monde d'une autre manière, peut vraiment être un catalyseur pour nous aider dans notre créativité. En autant que les psychédéliques ou toute autre forme de drogue ne deviennent pas une béquille dans ton processus de création, je crois que ça peut être utile. Mais si, à un certain point, tu en arrives à croire que tu en as absolument besoin pour créer, je pense que c'est très dangereux. Et là, tu rentres dans une période qui pourrait être très dangereuse en vérité, tu pourrais frapper un mur. Et l'histoire de plusieurs grands musiciens nous l'ont démontré. Hein. Miles Davis a tapé un mur à un certain point. Il prenait trop de drogue. Il était vraiment... il est descendu vraiment très profond. Mais en même temps, c'était un vrai créateur. Et il en est sorti gagnant et grandi. Et ça, c'est ça qui démarque un vrai créateur d'un petit créateur, de quelqu'un qui se sert seulement des drogues pour créer, mais que sans ça, il est capable de rien faire. Et je pense que la meilleure chose que je peux faire, c'est te donner des exemples personnels à propos de ma créativité. Il y a près de 10 ans, exactement dans la période où j'ai écrit mon journal 2005, j'étais vraiment dans une période psychédélique hallucinante. Et je me souviens d'avoir fait une expérience de champignons magiques et pendant 2 semaines, je suis resté vraiment high. Qu'est-ce que je faisais pour ça? C'est que j'allais dans les parcs. À cette époque-là, je n'avais pas d'emploi, donc j'avais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tous les jours, j'allais dans un parc ici à Montréal et je jouais de la guitare, je faisais des chansons, je fumais un peu de pot, j'écrivais. Et juste le fait de fumer un peu de marijuana me ramenait constamment dans le même état psychédélique que j'ai pu expérimenter avec les champignons. Et là, ma compagne de l'époque m'invite à aller dans un cours de yoga. Et bon, je dis ok, pourquoi pas. Et j'arrive là, bon, on fait un peu de yoga, des étirements. Et là, soudain, le professeur, il sort sa guitare classique et commence à chanter des mantras. Donc tous les élèves connaissaient ces mantras. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis rendu compte que ce que je faisais intuitivement dans le parc là, tous les jours, c'était comme des mantras. Je m'étais choisi des chansons. J'avais écrit des chansons et j'avais choisi des chansons qui m'élevaient. C'était toutes des chansons heureuses, joyeuses, positives. Il n'y avait rien de déprimant dans mon répertoire. Et donc à chaque jour, je ramenais ça un peu comme un mantra. Et ça a été un grand moment de réalisation de ma vie. De me rendre compte que mon art me permettait de m'élever. Il est à noter que personnellement, je n'ai jamais utilisé les psychédéliques lors de spectacles. Parce que j'ai fait beaucoup de spectacles à cette époque, j'étais chansonnier. Et ça l'interférait beaucoup trop dans mon rapport avec la foule, mon rapport avec les gens et mon rapport avec moi-même. Mais je peux comprendre que certains musiciens puissent le faire même en spectacle. Et ça dépend vraiment de la personnalité.
moi, ça aurait complètement brisé mon spectacle, alors que d'autres, qui seraient peut-être plus habitués ou qui auraient plutôt de la musique instrumentale, auraient pu se dépasser. Et moi, je pense à des groupes des années 60, ils étaient complètement gelés sur scène, et c'est incroyable ce qu'ils produisaient. Mais c'était des professionnels, et finalement, ils en faisaient beaucoup, et ils devenaient habitués, ce qui n'était pas mon cas. Un autre exemple où j'ai été littéralement frappé par la foudre de l'inspiration, c'était un autre moment où j'étais en train de faire une expérience psychédélique. Et c'était à mon époque où je faisais de la peinture, beaucoup de peinture. C'était ma série des transparences qui était là depuis un certain temps. Et là, j'étais dans l'expérience et soudain, j'ai vu ma toile, le type de toile que je faisais à cette époque et que je pouvais rajouter en arrière-plan du doré avec du spray, de la peinture en spray. Et là, je me lève, je m'en vais dans la chambre au fond où je faisais mes peintures et je commence à expérimenter. Et c'était génial, vraiment, c'est une idée géniale qui m'a servi beaucoup par la suite. Mais c'était un peu fou parce que bon, tout d'un coup, la porte ouvre, c'est ma compagne un peu complètement terrorisée. Ça sentait très très fort dans la maison et j'étais dans une petite pièce non aérée. J'aurais pu facilement me blesser ou perdre connaissance, mais bon, j'avais une bonne étoile qui m'a retiré de là, mais la graine était plantée, j'avais trouvé une nouvelle idée. Par chance, ma compagne m'a sauvé la vie à ce moment-là, mais pour te dire que des moments, la créativité, c'est comme un flash et ça peut être dangereux parce que quand ça nous arrive, en tout cas quand moi ça m'arrive et que c'est vraiment puissant, je perds le contact avec le monde rationnel, le monde physique et je vois cette idée et je vois qu'il faut que je la manifeste. Et donc, ça peut être très dangereux parfois. Le métier d'artiste peut être très dangereux. Et je pense ici à d'autres artistes aussi comme Aldous Huxley, qui a utilisé beaucoup le LSD. Jean-Paul Sartre a utilisé la mescaline et aussi les amphétamines. Baudelaire, qui a utilisé beaucoup le hashish. Et le hashish à cette époque était très fort, était psychédélique. Le hashish tel qu'il le prenait, c'était de la confiture de hashish, donc la force du hashish était psychédélique, il n'était pas psychoactif comme quand on fume un petit joint. On peut penser aussi à Rimbaud, qui a utilisé l'opium, et les exemples, il y en a vraiment beaucoup, pour te démontrer que c'est utile. Et ça, je pense que c'est important de faire des recherches à ce sujet, parce que ça se peut qu'à un certain point, des gens diminuent ton œuvre, diminuent ton travail d'artiste parce que tu as utilisé les drogues. Alors, si ça arrive, alors tu seras capable de démontrer que des grands artistes, des super génies ont utilisé les drogues aussi dans leur processus de création. Un autre exemple personnel est toujours dans le domaine de l'art visuel, plutôt dans la bande dessinée, mais aussi un peu au niveau de la peinture. Et un peu à la même époque, en 2005, dans ma période psychédélique, je faisais beaucoup d'abstraction. C'est ma série de bandes dessinées que j'ai intitulée Abstraction. Et ça, j'en ai fait tout au long de ma vingtaine. Donc, j'ai plus de 1500 pages d'abstraction que j'ai publiées en à peu près 8 volumes. Et je me rappelle encore de ce moment où j'avais fait un psychédélique dans un rave. Et là, partout, je voyais mes abstractions en couleur. Je regardais le plancher, je regardais le ciel. Tout était couvert de petits hiéroglyphes, un peu comme dans mes abstractions, et qui dansaient, qui bougeaient. Et je peux te jurer que j'ai laissé le rave en plein milieu et je suis retourné chez moi. Et là, j'ai commencé à colorer mes abstractions. Parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas mis encore de couleur dans mes abstractions. Parce que, en tant que BDiste, c'est plus facile de publier des bandes dessinées en noir et blanc, ça coûte moins cher. Mais un album de BD en couleur, c'est très onéreux. Et après ça, c'est très difficile à vendre. Donc. Mais l'inspiration était tellement forte et c'était tellement beau que j'ai décidé de mettre de la couleur. Quitte à publier aussi le livre en noir et blanc par la suite, mais l'original est en couleur. Et ça, c'était foudroyant. Et c'est un bon exemple que parfois,
les psychédéliques peuvent être très utiles dans la créativité et peuvent t'aider à avoir des idées nouvelles, à voir quelque chose avant même que tu l'aies mis dans ta musique. Donc, il est possible que lors d'une expérience psychédélique, tout autant d'ailleurs que dans une expérience de rêve lucide, tu entendes une musique, tu entends une mélodie que tu vas transporter dans le monde ici. Et d'ailleurs, Terence McKenna suggérait que l'expérience psychédélique réussie est un peu comme un pêcheur qui va en haute mer et qui revient avec des poissons. Donc si tu vas en mer avec l'idée de prendre un super gros poisson, c'est possible que tu ne seras pas capable de le ramener, il va être trop gros, il va briser ton filet. Mais si tu as des trop petits poissons, des trop petites révélations, ils vont passer à travers le filet et tu ne seras pas capable de les ramener. Donc l'idéal, c'est de ramener des poissons moyens pour que tu sois capable de les partager avec ton entourage, avec l'humanité. Ou l'exprimer dans ton art, en musique, en poésie, en peinture, peu importe. La deuxième partie de ta question est quel type de créativité sera stimulé? Je suis pas certain de comprendre bien ta question, je l'avoue, par type. Mais je vais quand même essayer d'y répondre de mon mieux. Et si ça ne répond pas bien à ta question, ben, je t'invite à me reformuler ta question et je vais l'adresser dans un prochain question et réponse. Moi, personnellement, le type de créativité que j'aime le plus, c'est un type sauvage. Sauvage dans le sens de l'exemple que je t'ai donné tantôt où j'ai une révélation à propos de ma peinture et puis là je me lève et il n'y a rien qui m'arrête et même je risque ma santé parce que je vois ce que j'ai à faire et c'est tellement intense que je suis un peu comme en transe. Et ça c'est le type de créativité que je crois que la majorité des artistes cherchent. C'est-à-dire c'est un état d'inspiration foudroyant. Et là, ça nous dépasse. Ça nous dépasse en tant que personne. C'est comme si on arrivait à se connecter à un réseau universel d'images, de sons, de choses qu'on peut ramener ici. Hein? Et certaines personnes amènent l'idée qu'un grand artiste est simplement comme une radio, qu'il capte quelque chose qu'il ramène ici. Il y a dans ma vie plusieurs types de créativité. Il y a aussi des créativités plus douces, comme celle que j'utilise dans mon travail. C'est un type de créativité qui me sert beaucoup et qui ne me déstabilise pas autant que ces grands moments foudroyants. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je gagne ma vie en tant que créateur de sites web, mais créateur de plein d'autres choses aussi. La créativité, c'est ce qui fait que les gens viennent vers moi maintenant et c'est une grande surprise parce que finalement, ça a toujours été quelque chose qui était là dans ma vie. J'ai toujours été un créateur très prolifique et j'ai toujours cultivé des nouvelles manières d'avoir des idées. Alors quand tu me parles de type de créativité, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu veux dire. Donc pour moi, il y a ce type de créativité qui est complètement déstabilisante, qui te met à terre et qui est un peu très proche de la folie, hein, d'une certaine manière. Et tu vois plus clair, c'est vraiment fou et ça m'est arrivé très souvent et c'est quelque chose que j'adore parce que c'est des moments comme ça ou des moments de créativité foudroyante, c'est généralement là où je me remets en question, où je trouve quelque chose de nouveau à intégrer dans mon art et ça peut changer complètement ma voix. Et l'autre type de créativité, ben, c'est la créativité plutôt douce, la créativité constante. D'être capable d'être créatif dans tout ce que tu fais. Parce que bon, tu peux l'appliquer dans ton art, la musique, mais un vrai créateur est créateur partout. Si tu vas au gym, par exemple, tu vas voir qu'il y en a qui n'ont aucune créativité. Alors que d'autres vont te surprendre. À chaque fois, ils vont inventer des nouveaux exercices, des nouvelles manières d'utiliser des machines pour aller chercher des petits muscles ici et là et toujours garder l'entraînement très intéressant. Et ça, pour moi, c'est important de voir la créativité autour de moi et de l'appliquer à tous les domaines de ta vie, pas simplement les domaines au niveau artistique. Est-ce que tu es créatif dans tes relations amoureuses, dans ta sexualité, dans ta spiritualité? Je pense que la créativité, c'est ce qui fait que tu peux toujours aller toujours en avant, te remettre en question, te renouveler, etc., être vivant.
moi, c'est ce qui me rend vivant, en tout cas, la créativité, c'est ce qui fait que je sens que je pourrais vivre 1000 ans, parce que je pourrais toujours me renouveler, je pourrais toujours me réinventer, même dans un monde où ça change tellement rapidement. Dans la dernière partie de ta question, tu t'interroges à propos du dosage. Haute dose versus petite dose. Moi, je l'ai souvent suggéré, c'est important d'essayer tout ce qui est possible. Donc, essaye les grosses doses, essaye les petites doses, essaye les moyennes doses, essaye plusieurs types de substances, mais toujours dans l'optique presque scientifique, dans le fond, de noter ce qui se passe. Noter les résultats. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Moi, jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup été intéressé par les doses héroïques parce que j'étais très influencé par Terence McKenna. Et Terence McKenna, lui, il suggère vraiment les doses héroïques, c'est-à-dire, par exemple, pour un champignon, le champignon magique, c'est 5 grammes, mais ça peut être aussi 7 grammes pour être certain que l'effet va être vraiment fort. Pour le LSD, eh bien, c'est 300 microgrammes. Et bon, pour chaque substance a son niveau où ça peut être considéré comme une haute dose. Et donc, jusqu'à maintenant, moi, je m'étais surtout intéressé aux doses, mais dernièrement, j'ai lu le livre de Tim Ferriss qui s'appelle Tools of Titans. Un livre très intéressant. Et Tim Ferriss est un amateur de psychédéliques. Très amateur, tellement qu'il donne des fonds pour deux organismes qui font des recherches à propos des psychédéliques aux États-Unis. Donc, puisque Tim Ferriss est un amateur des psychédéliques, dans ce livre, il nous présente plusieurs personnes vraiment intéressantes qui utilisent les psychédéliques et qui l'utilisent dans l'idée d'un microdosage, c'est-à-dire pratiquement imperceptible. Ils se rendent compte qu'à microdose, ça nous permet juste de donner un petit peu plus d'énergie, un petit quelque chose qui fait que c'est spécial et ça peut permettre d'accomplir des choses. Ça peut permettre aussi d'avoir plus d'attention. Ça peut permettre un paquet de choses, comme à une certaine époque, les psychédéliques étaient utilisés en petite dose pour améliorer la perception des chasseurs. Donc, quelqu'un qui prenait une mini-dose, une microdose psychédélique, était un meilleur chasseur parce que son attention était plus concentrée, il était beaucoup plus efficace. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être essayé. Hein. La meilleure manière de savoir ce genre de choses-là, c'est toujours d'essayer. Mais dans le cadre d'un protocole, et de noter tout ce qui t'arrive et de voir si ça t'a aidé dans ton processus. Tu pourrais décider, par exemple, de faire 1 gramme de champignons magiques et de te donner la journée au complet pour composer des chansons, composer de la musique et voir qu'est-ce que ça donne. Probablement que ça te donnerait plus de concentration, que peut-être que tu serais plus productif aussi parce que tu serais très concentré. Et dans le fond, ça stimulerait ta créativité en ce sens-là. Alors que si tu vas plutôt au niveau d'une haute dose, c'est fort possible que pendant l'expérience, tu sois pas capable de créer. Mais quand tu vas revenir, c'est possible qu'il y ait une inspiration foudroyante, des idées nouvelles, une perception nouvelle de ce que tu es, de ce que tu dois faire dans le monde. Parce que c'est tellement puissant, une expérience psychédélique, que c'est sûr qu'après, tu as besoin de te recentrer. Et quoi de mieux que l'art? Je me suis servi beaucoup de l'art, moi, à l'époque de mes expériences les plus profondes. J'ai fait des mandalas. Et les mandalas, à travers toutes les cultures, sont des moyens de méditation et des moyens de centration. Et c'était vraiment pour ça que je les utilisais. Ça m'a pris près de 4 mois parfois à faire un mandala seulement. Et donc, c'était 4 mois de travail intense sur des petits carrés de couleurs. Et ça démontrait aussi que j'étais capable aussi de passer à l'action. Parce que la créativité, des fois, ça peut être brut, totalement pur, et on n'est pas capable de rien faire avec. Alors qu'un grand artiste, quelqu'un qui est capable d'utiliser cette créativité brute et de la transformer en artisanat, en quelque chose de beau, quelque chose de transmissible,
eh bien là, ça prend tout son sens. Parce que juste une créativité brute, sans être capable de l'appliquer, je suis pas certain que ça sert à grand chose, je suis pas certain que c'est très utile à la personne, parce que en fait, ça peut t'emmener dans un état de folie qui fait que tu vas avoir beaucoup de difficultés à interagir avec le monde. Alors que si tu le transmets ça dans ton œuvre, d'une certaine manière, ça valide tes expériences. Le dosage dépend donc de multiples facteurs et tu seras toujours gagnant, à mon avis, d'essayer toutes les options et de voir finalement laquelle te sert le mieux et laquelle te sert le mieux à quel moment. Parce que tu pourrais avoir un moment où tu veux faire un 7 grammes de champignons magiques et là, tu as une révélation hallucinante et là, ça change ta manière de faire de la musique. Et puis 2 mois plus tard, tu vas faire la même dose et là, c'est le contraire. Ça s'est pas bien passé, tu n'as pas eu vraiment de révélation et tu n'as pas l'impression que ça te sert à grand-chose. Et c'est là que je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, c'est que les drogues ne devraient jamais être une béquille pour ta créativité. Ça devrait plutôt des stimulants, quelque chose qui change ton point d'ancrage, qui change ta perspective pour un temps limité. Et là, tu reviens dans ton mode normal. Et là, tu utilises cette créativité pour faire une œuvre, pour créer quelque chose de tangible. De la musique, de la peinture, de la poésie. Et ça, pour moi, ça clôt le cycle. Si tu utilises toutes ces formes d'art pour exprimer tes révélations, ça va te faire grandir parce que ça va rester, d'une part. Tu vas être capable de revenir à ça. Même dans 20 ans, dans 40 ans, tu vas pouvoir relire ces choses-là. Moi, quand je rejoue les chansons, les musiques que j'ai composées dans ma période psychédélique, ça me ramène instantanément dans l'état d'être. Je dis pas que ça me fait avoir une expérience psychédélique où là je vois des choses, mais ça me ramène dans l'état et je me rappelle. Je me rappelle cet état de bonheur, d'exaltation que j'avais à ce moment-là. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les visions qui sont les plus importantes pour moi, c'est l'état. L'état de bonheur, l'état de bien-être, l'état d'harmonie dans lequel j'étais à ce moment-là, dans lequel j'étais quand j'ai finalement réussi à me libérer des programmes et même des métaprogrammes. Donc ça, c'est ça pour moi qui est le plus important. Et je t'invite à expérimenter, mais fais-le avec intelligence. Mets beaucoup d'intelligence dans toutes tes expérimentations et tu vas voir, ça va te revenir. Et un jour, tu pourras aussi transmettre cette expérience à des plus jeunes et ainsi de suite parce que regarde à travers l'histoire les cultures qui ont la meilleure sagesse à propos des psychédéliques et même des formes d'art incroyables. C'est les cultures chamaniques dans lesquelles la connaissance se transmet de génération en génération. Et les révélations se transmettent et les visions se transmettent. Si tu étudies les Mayas, tu vas voir que leur linge, que leur art, que les peintures qu'ils font sur les pyramides, partout, sont très inspirés des psychédéliques. Et c'est quelque chose que moi j'ai vu aussi quand je voyais mes abstractions partout. C'était un peu similaire. Je comprenais pourquoi les Mayas avaient de tels symboles partout dans leur art, dans leur expression. Et les couleurs qu'ils utilisaient, entre autres. Et ça, tu retrouves ça aussi dans le ayahuasca, où tu as des gens qui vont peindre beaucoup les serpents, le jaguar. Et c'est très intéressant d'étudier l'art des cultures qui utilisent les psychédéliques. Ça va beaucoup t'apprendre et je t'invite à le faire sans retenue. Donc, merci de m'avoir posé cette question. Ce fut un vrai plaisir d'y répondre et n'hésite pas à me poser plus de questions si j'ai pas totalement répondu à tes questions. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore bien longtemps. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas.
Je vous invite à me donner un pouce ou à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux faire comprendre et connaître le monde des psychédéliques. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires, à participer aux discussions qui se font ici en dessous dans la section des commentaires. Parfois, les discussions peuvent être très musclées et je vous invite à y prendre part. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque semaine, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.